Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors on va parler bien sûr de l'Ukraine, c'est le sujet d'actualité. Et je vais avoir le plaisir d'en parler avec Pierre Vantaux. Bonjour Pierre Vantaux. Bonjour. Vous êtes député de la Haute-Vienne. À vos côtés se trouve Éric Thérouin. Bonjour. Bonjour. Juste à ma gauche, Sébastien Abyss. Bonjour. Il faut que vous preniez le micro. Et puis juste à côté, donc Jean-Jacques Hervé. Bonjour. Bonjour. De l'Académie d'Agriculture et Sébastien Abyss du Club Déméter. Alors, vous avez le micro, je démarre par vous. Vous connaissez bien l'Ukraine, expliquez-moi. Pourquoi ? Écoutez, moi je suis en Ukraine depuis pas mal de temps. Mon premier contact à l'Ukraine, c'est quand j'étais conseiller agricole à l'ambassade de France, où je suis resté 6 ans, en 97 à 2003. Poutine, je ne l'ai connu que pendant 3 ans à la Russie. C'était un autre homme que celui d'aujourd'hui. J'ai parcouru tout ce territoire du Kazakhstan et ailleurs, et je suis rentré en Ukraine pour de bon après la Révolution orange, pour aider le gouvernement d'Ukraine dans le domaine agricole, où j'ai été conseiller du gouvernement pendant 4 ans, avant de rejoindre le Crédit Agricole. Donc j'ai une connaissance des entreprises que nous avons financées. On a fait de la filiale du Crédit Agricole, je pense, une des meilleures banques agricoles d'Ukraine. Et j'ai vu monter à la fois les très grandes entreprises, les PME, et j'ai vu monter la compétition de l'agriculture ukrainienne avec l'agriculture européenne. Parce que c'est vrai qu'on imagine toujours des vieilles entreprises agricoles en Ukraine, c'est pas du tout. C'est une erreur, c'est une grossière erreur. Importante et technologique. Très technologique, et d'ailleurs les fabricants de technologie française ne s'y sont pas trompés, ils s'y sont implantés. Les semenciers français dominent la fourniture de semences à l'Ukraine. Et comme d'ailleurs à la Russie pour un certain nombre de cultures, le maïs, le tournesol, etc., le soja. Et ce sont les premiers acheteurs des technologies les plus performantes. Je n'ai jamais vu autant de drones et de systèmes informatiques à grande échelle. Des entreprises qui représentent 200, 300 000 hectares peuvent être représentées dans la moindre de leurs interventions avec des tracteurs, des images satellitaires. On a le diagramme des allers et retours des semoirs, des machines de récolte, etc. en temps réel. Et tout est enregistré. Et il y a des systèmes de comptabilité qui valorisent ces enregistrements pour établir le compte d'exploitation. Donc c'est une agriculture de pointe. Et ce qui se passe dans les ports confirme ces investissements de pointe. Et d'ailleurs, Éric Thérouin, c'est vrai que c'est un compétiteur, concurrent important et de plus en plus important. Ah bah bien sûr, l'Ukraine compte énormément sur la production et sur le marché international de céréales. Là, avec cette crise, pour planter le décor, la Russie plus l'Ukraine, c'est le premier exportateur de céréales au monde. C'est 1/3 du marché mondial des échanges mondiaux. Donc c'est colossal. L'impact de cette guerre, quelle que soit l'issue des jours et des semaines qui viennent, va être énorme, effectivement, sur le marché des céréales. Alors justement, on va essayer de l'apprécier, cet impact. Mais déjà, quelques chiffres clés, Sébastien, pour dresser le tableau justement de l'agriculture céréalière ukrainienne. Oui, alors peut-être 2 choses. C'est que cette superpuissance agricole, parce que je crois que l'Ukraine, on ne parle pas de la Russie, parlons de l'Ukraine, c'est une superpuissance agricole aujourd'hui. Elle fait 110 millions de tonnes de production en grande culture. On parle beaucoup du blé. C'est une matière première agricole phare dans l'agriculture ukrainienne. Il ne faut pas oublier le maïs, il ne faut pas oublier le tournesol, le colza, l'orge, dont les productions sont significatives. 110 millions de tonnes de production aujourd'hui, c'est le double par rapport à il y a 10 ans. C'est même peut-être un peu plus. Et sur ces 110 millions de tonnes aujourd'hui, vous avez 80 millions de tonnes qui est destinée à l'exportation. C'est-à-dire que cette superpuissance agricole est forte à domicile, mais un peu à l'image de son voisin russe, est devenue aussi une superpuissance sur les marchés internationaux. C'est pour ça que les marchés, depuis 4-5 jours, réagissent énormément. Ils réagissent parce que l'aléa géopolitique fait toujours réagir les marchés des matières premières. Mais par définition, nous sommes là sur un élément déterminant des grands équilibres alimentaires mondiaux, sur des cultures de grande consommation. Et néanmoins, je crois qu'il faut garder en tête que l'Ukraine, sur le temps long, a toujours été un grand grenier du monde. Un grand grenier du monde. Dans l'Antiquité pour nourrir Athènes, dans le 19e siècle pour la Russie blanche, et même dans les grands drames du XXe siècle, que ce soit la famine de Staline dans les années 30 ou les conquêtes allemandes nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un territoire convoité.
Je crois qu'il faut se prémunir de deux choses actuellement. Il ne faut pas agricoliser à l'excès l'explication des intentions des uns et des autres sur le théâtre ukrainien. Il y a bien sûr toute une série de facteurs qui font qu'aujourd'hui en Ukraine, on en est là où on en est. La question agricole est importante, il ne faut pas en faire un surdéterminant majeur. La deuxième chose, je crois qu'il faut s'inquiéter sur les conséquences sur les marchés, les conséquences alimentaires mondiales. Pardon de le souligner, mais la première des conséquences agricoles et alimentaires, elle va être locale ukrainienne. Pensons aux Ukrainiens qui, comme partout quand la guerre sévit, il y a de l'insécurité, il y a des migrations forcées, il y a de la pauvreté. Et donc, il faut pouvoir manger dans cette période de guerre. Et pensons à cette population ukrainienne d'abord. Pensons aux producteurs ukrainiens qui vont peut-être moins pouvoir travailler comme ils ont l'habitude ces dernières années. Si le conflit s'enlise, c'est des grandes incertitudes, non pas d'exportation, mais de récolte dans les prochains mois et donc d'exportation sur les marchés mondiaux. Donc ce qui se joue à court terme, c'est une tension extrême, court-termiste, bien sûr locale avec les événements dramatiques, et sur les marchés mondiaux agricoles, il y a de l'emballement des prix et beaucoup de volatilité des prix, mais il y a aussi un enjeu de moyen-long terme, de savoir quelle agriculture demain en Ukraine est aux mains de qui, et pour quels partenaires internationaux, en fonction de qui détient l'agriculture ukrainienne. C'est aussi pour ça que les grands géants chinois du négoce international très présents en Ukraine regardent de près ce qui se passe, et qu'il y a peut-être eu quelques accords il y a quelques jours aussi dans ce contexte. Et puis deux, il y a le sujet des capacités du reste du monde, très dépendant peut-être des productions de la mer Noire, tant russe qu'ukrainienne, de supporter des prix élevés. Quand vous êtes à plus de 300 € la tonne de blé, voire même peut-être plus demain, il y a certains pays dans le monde, déjà que les prix étaient élevés en raison du Covid et on était déjà sur des plateaux très hauts, là on est en train de crever le plafond et on est en train de mettre en grande difficulté à des prix trop élevés qui ne seraient pas encadrés des pays importateurs, et je pense notamment au bassin méditerranéen. Et on avait des stocks qui étaient faibles déjà et des situations très tendues. Pierre Vantaux. Je pense qu'il y a une autre dimension. Il y a bien sûr ce qui sort de ces territoires-là, je pense à la Russie et à l'Ukraine, mais il y a aussi tout ce qui y rentre. Et aujourd'hui, les sanctions économiques sur ces deux pays, sur la Russie en tout cas, risquent quand même d'obérer sérieusement, notamment des imports de l'hémisphère sud sur la Russie, qui vont se retrouver sur le marché européen, enfin sur le marché mondial d'une façon générale, et donc apporter certains déséquilibres. Et puis il y a un autre élément, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question aussi de peut-être à moyen terme de notre capacité à continuer à exporter sur l'Ukraine. Je pense aux semences. Moi, je viens d'un territoire d'élevage. Ce qui est vrai pour les semences, c'est aussi vrai pour la génétique animale. Et ça, c'est un élément qui est certainement mineur par rapport aux déséquilibres qu'on peut voir globaux, mais à l'échelle de filières, que ce soit la filière semences ou la filière génétique animale, je pense qu'on ne le mesure pas tout à fait encore, alors que l'Ukraine, notamment sur l'animal, était un territoire qui était extrêmement dynamique, notamment ces dernières années. Alors justement, qu'est-ce qu'on importait en Ukraine quand vous y étiez ? Quand j'y étais, on a importé des semences, et ensuite les producteurs occidentaux de semences ont compris qu'ils avaient intérêt à se mettre à l'abri des fluctuations monétaires et des risques de blocage divers phytosanitaires. Et donc ils ont déplacé leur production et ils sont producteurs de semences en Ukraine. Pour la génétique animale, je suis très partagé sur les enjeux parce que l'Ukraine a eu un comportement très opportuniste. Les industries du lait, en particulier, l'Ukraine est plus un mangeur de produits laitiers qu'un mangeur de viande. On mange de la volaille, on mange du porc, parce que c'est un pays pauvre. Vous savez que la pension de base, c'est $50 par mois. La pension de base. La pension de base d'un retraité. Pour un retraité. Hein. $50. Et le salaire, et un salaire, oui, et le salaire moyen de l'emploi, c'est officiellement $800 par mois. Salaire tout compris, en ville. En fait, le salaire réel est beaucoup plus faible. Il est de $200, $300. Il y a beaucoup de gens qui sont payés à la mission, à la vacation, donc ils n'ont pas de salaire régulier. Et donc, c'est pas un pays où on mange de la viande rouge. C'est de la viande... voilà, et c'est surtout les produits laitiers. Et finalement, les produits laitiers, ils sont très intéressants à faire avec de la poudre de lait. Et donc, l'Ukraine achète de la poudre de lait. Elle la trouve un peu en Europe, mais elle la trouve beaucoup en Nouvelle-Zélande, elle la trouve en Biélorussie, elle la trouve en Pologne. La Pologne est un formidable fournisseur de poudre de lait.
Et donc, ça va sans doute continuer. Je n'ai pas les derniers avis des Français implantés en Ukraine, notamment avec Thalys, Danone et d'autres, mais ils sont tous à la recherche de lait depuis longtemps. Filière vin, peu par contre. Il y a relativement peu d'importation de vin. Assez peu. On est encore dans un pays de buveurs de bière et de buveurs de... Oui. Alors, il y a un développement de la production du vin qui se substitue aux quelques importations qui ont pu exister. Il reste l'importation du vin de haute qualité n'a pas vraiment été perturbée par tous les événements récents. Aucun des événements qu'on peut avoir vécu ces 20 dernières années. Par contre, on a développé une viticulture extrêmement importante dans le sud de l'Ukraine et dans l'est de l'Ukraine, là où l'Ukraine touche la Hongrie. On fait des vins comparables aux vins de Hongrie. Donc le risque aujourd'hui, c'est d'avoir... On a peu de risques finalement sur la perte d'importation. On a un risque sur la compétition des exportations ukrainiennes sur nos exportations. Je crois que ce risque-là est bien plus important que le risque de réduction de nos importations. Oui, puisqu'on nos exportations. Semence, lait, mais cela dit, en 2014, on avait vu quand même sur le lait un impact important de la crise. C'est 74, nous sommes en 2014. En 2014, oui. Ouais. Nous sommes en 2022. Oui. Et donc les choses ont changé. Oui. Aujourd'hui, il peut y avoir une fenêtre qui s'ouvre, Oui. qui n'était pas ouverte jusqu'à présent. Cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre, c'est en effet, comme vous le dites, monsieur le député, la possibilité de refaire de la production laitière en Ukraine. Et puis, il peut y avoir des effets indirects. Par exemple, la Moldavie exporter vers l'Ukraine pour que ça prenne par les bateaux et l'exportation des bateaux, là, ils vont devoir trouver d'autres canaux, on va dire, pour alimenter d'autres marchés. C'est un peu l'effet rebond dont vous parliez. Oui, mais je pense que sur les effets rebonds, il y en a d'autres qui sont peut-être à double cran. C'est-à-dire que l'appréciation que vous évoquiez tout à l'heure du cours des céréales et d'un certain nombre de matières premières, mais aussi de certains facteurs de production, l'énergie est une réalité, vient impacter directement les conditions de production en France. Et ça, c'est une vraie inquiétude, notamment pour un certain nombre de filières qui sont aujourd'hui en plan de délicatesse, notamment les filières d'élevage. Si on regarde l'évolution des cours, comment on le sait, les bilans mondiaux étaient tendus, il ne fallait pas de pépin climatique. Là, on n'a pas un pépin climatique, on a un pépin géopolitique qu'on n'avait pas du tout prévu, anticipé, qui effectivement va faire que le prix du blé va augmenter, le prix de l'engrais va augmenter. Enfin, on va jusqu'où ? Là aussi, je pense qu'il y a un deux temps à distinguer. À l'échelle du monde, ça fait 15-20 ans que les prix sont haussiers. Ça fait 20 ans que la planète est en tension structurelle d'un point de vue agricole et alimentaire. Nous, vu d'Europe, on le voit quand les prix augmentent ou baissent et qu'il y a éventuellement des instabilités alimentaires dans le monde. Depuis 2 ans, la crise Covid a intensifié cette tension structurelle alimentaire entre l'offre et la demande. Et là, on a un épisode géopolitique qui se greffe, qui se sédimente sur le reste et qui intensifie davantage encore plus l'équation. Imaginons, sans vouloir se faire peur, mais imaginons qu'il y ait des accidents de récolte pour raisons climatiques, ce qui est une probabilité de plus en plus élevée dans les grands pays producteurs. Exactement. Nous aurons une année commerciale 2022-2023 qui peut être extrêmement tendue entre ces tensions structurelles, le prix des engrais et de l'énergie qui pose plein d'inconnus sur l'état des récoltes mondiales, les épisodes géopolitiques ukrainiens ou autres, parce qu'il y a d'autres endroits du monde aussi où on se tape dessus et je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, même si c'est ailleurs que sur le continent européen, et 4 des pépins climatiques. Ça montre bien, moi je crois que ce qui se passe depuis 4-5 jours, pour nous en Europe et en France, ça doit nous poser une question, c'est comment maintenir en tout temps une agriculture performante. Il faut être bon en période extraordinaire, il faut être bon en temps ordinaire, il y a des crises sanitaires, Covid, il y a des crises géopolitiques. Il faut être bon en tout temps parce que l'agriculture, c'est non négociable. Et la question, c'est de se dire, est-ce que l'agriculture qu'on fait ici est une agriculture uniquement réservée aux marchés hexagonaux ? Ou est-ce qu'on reste sur la vision d'une planète où il y a des interdépendances, où on est dans un monde ouvert, où les déstabilisations des autres peuvent provoquer des instabilités ici, et auquel cas il faut penser cette vision un peu grand angle, où l'agriculture n'est pas le seul sujet. Et donc, il faut une dimension politique autour de l'agriculture. C'est vraiment un sujet essentiel, ce qui vient d'être dit là. Je pense que c'est le moment d'interroger nos politiques et d'interroger l'Europe. Vous l'avez fait. De savoir si, effectivement, la logique qui consiste dans le Green Deal et Farm to Fork de réduire de 10% notre capacité productive, puisque dedans,
il donne comme orientation 10% de surface non productive très rapidement si c'est du sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut absolument changer cette stratégie-là. Aujourd'hui, on le voit, on a une responsabilité énorme sur notre territoire, sur l'Europe, mais sur l'ensemble de la planète. Sébastien Abyss vient le dire très justement, les conséquences en domino sur tous les autres pays, et notamment sur le pourtour méditerranéen, sur l'Afrique, sont énormes. Et là, on ne parle pas de prix, on parle d'être capable de nourrir, de famine, tout simplement. Mais exactement. Donc je pense qu'il faut qu'on repose ces sujets-là clairement sur la table et très rapidement. On parle souvent, là, on est en période électorale, tout le monde parle de souveraineté. De quelle souveraineté alimentaire on parle? Celle, effectivement, d'être capable de nourrir sa population, mais aussi être capable de répondre à tous ces enjeux planétaires d'équilibre. Jean-Jacques Hervé. Oui, alors moi, je voudrais rappeler mes contacts avec les Ukrainiens dans les forums comme celui-ci, comme le Salon de l'Agriculture. J'en les ai fait tous depuis 20 ans. Et ce qui me frappe, c'est que l'introduction par les professionnels est toujours sur le même mode. Nous avons besoin de nourrir la planète. Donc nous avons besoin d'utiliser partout les potentialités existantes. Et nous ne comprenons pas, me disent les Ukrainiens, pourquoi chez vous, vous réduisez les capacités de production. Nous sommes sur un terrain où nous avons intérêt à augmenter partout où c'est possible la production en respectant l'environnement, en tenant compte de la compétitivité. Et là, on est bien obligé de poser le problème. Jusqu'avant la crise, c'est-à-dire avant une grosse interrogation sur le prix des engrais, on pouvait produire une tonne de blé en Russie ou en Ukraine pour 100 $. Ce n'est pas les prix coûtants de l'Europe occidentale. Et donc nous avons, évidemment, comme le dit Éric Thirouin ici, nous avons besoin de mettre le problème politique dans sa dimension. Avant la Covid, on n'avait pas de masques. On avait oublié que ça pouvait servir à des masques. Peut-être que là, on redécouvre que la sécurité alimentaire a du sens. Mais il faut être confronté, effectivement, au mur. Moi, je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit, et je pense que la fenêtre de tir politique, elle est ouverte. Elle est tellement ouverte d'ailleurs que vous venez de voir l'Allemagne faire un virage sur l'aile sur la question énergétique. Donc ça veut dire que les prises de conscience, elles sont quand même majeures. Et je pense qu'on a intérêt, en tout cas pour ceux qui sont convaincus sur la nécessité d'avoir une agriculture productive, vraiment productive, dans une logique de souveraineté nationale ou européenne, mais dans une logique de souveraineté par tout temps, je pense que c'est le moment de faire le virage sur l'aile. Et je pense effectivement que le Green New Deal ou Farm to Fork, l'équation initiale n'est plus la bonne. Et donc il faut la changer tout de suite. Bon, je crois que cette stratégie, elle est morte là actuellement, non? Parce que même l'Europe va devoir se rendre compte à l'évidence. Mais il y a quelque chose encore qui est encore plus terrifiant, c'est qu'on n'a pas de stock alimentaire. Le ministère de l'Agriculture croit que c'est la Défense croit que c'est le ministère de l'Agriculture, et en France, on a des réserves de carburant, mais on n'a pas des réserves alimentaires. Alors, moi je ferai deux réponses rapides. D'abord, évidemment, la question des stocks stratégiques à domicile sont importants, à la fois pour ses besoins domestiques, voire parfois pour des besoins régionaux ou internationaux. Donc la question d'avoir des stocks, sachant que les stocks ne sont pas immenses, sur les produits dont on parle sur l'Ukraine, qui viennent beaucoup pour nourrir l'alimentation animale en France, on est sur sans doute 3-4 semaines, selon le petit tour de piste que j'ai fait ces derniers jours. Mais ce n'est pas des stocks stratégiques, c'est le stock du marché, entre ce qui est à triturer, etc. Il n'y a pas de stratégie de stock. Donc, avoir des stocks stratégiques, la Suisse le fait. Pour prendre un voisin très innovant. Donc il y a peut-être une réflexion aussi à avoir là-dessus. Mais je reviens sur l'aspect Farm to Fork et Green Deal. Moi, je crois qu'il ne faut pas se tromper. L'objectif, c'est pas de dire le climat, c'est plus un sujet, ou de dire le Green Deal, c'est pas une stratégie. Le sujet, et ce que disent les professionnels agricoles d'ailleurs depuis 2-3 ans, c'est de dire si on veut faire le Green Deal, si on veut être au rendez-vous du combat climatique dans 30 ans, dès maintenant, avec de la décarbonation, comme on entend parler beaucoup durant ce salon, il faut avoir les bons équipements, il faut avoir les bonnes stratégies. Et donc si on n'est pas un peu géopolitique en moyens économiques, en vigilance par rapport aux jeux d'acteurs, aux intentions des autres, on ne réussira pas à être bon climatiquement dans 30 ans. Donc je crois qu'il ne faut pas dire c'est l'un ou l'autre, c'est comment sur les deux, on arrive à être bon. Et pour être bon sur le climat,
si on est faible géopolitiquement et qu'il n'y a pas d'Europe puissance qui est capable de défendre ses intérêts, mais aussi ses valeurs vis-à-vis du reste du monde, parce que depuis tout à l'heure, on parle aussi des responsabilités européennes vis-à-vis du reste du monde, je crois qu'on n'aura pas possibilité de se retrouver dans 30 ans dans un climat décarboné et des économies plus vertueuses. Si on veut vivre dans 30 ans, il faut que sur les relations internationales, on ne soit pas en surchauffe. J'en reviens au stock stratégique et vous pouvez prendre le micro. Effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques siècles, on avait... Les maires, par exemple, des communes avaient pour mission de se protéger du brigandage, des maladies, etc. et de préserver des stocks alimentaires en cas de coup dur. Aujourd'hui, on a perdu cette pensée politique, en fait, liée aux maires. Vous souhaitiez compléter? Oui, je voulais compléter en disant que ce qui est frappant aussi pour moi, c'est que l'Ukraine s'attendait et s'attend toujours à ce qu'il y ait un message de l'Europe, un message politique de l'Europe. Elle est parfaitement consciente qu'elle a des avantages compétitifs véritables, mais elle se sent quand même beaucoup plus proche de l'identité culturelle européenne que d'une agriculture soviétique. C'est incontestable, même chez les plus gros détenteurs d'agrolignes. Et par ailleurs, elle constate qu'il y a un effet d'exagération des fluctuations de marché pour lesquelles il n'y a pas de régulation. La régulation, c'est le stockage. C'est des outils de régulation par les stocks, par la possibilité de mettre sur le marché à un moment donné quelque chose pour tenir les prix. Et il n'y a pas d'outils de ce genre. C'est-à-dire qu'à l'OMC, on ne parle ni des prix coûtants de la production agricole, selon les régions du monde, ni du stockage. De quoi parle-t-on? De rien. Jean-Jacques Hervé, merci beaucoup. Sébastien Abis, merci. Éric Thérouin, merci. Et Pierre Vantaux, merci d'être venu ici pour débattre de cette question. Et surtout, merci à vous.